Mes chers amis, bienvenue sur les dossiers secrets, où chaque mystère est un défi pour l'esprit. Aujourd'hui, laissez-moi vous présenter une enquête du célèbre Hercule Poirot, l'illustre détective belge d'Agatha Christie. Avec ses petites cellules grises en action, il est prêt à résoudre une affaire des plus intrigantes. Où et à quelle heure écoutez-vous cette histoire? Dites-le moi en commentaire. Et si c'est votre première visite, abonnez-vous pour découvrir encore plus d'enquêtes passionnantes. Prenez place et voyons si vous pourrez suivre ces brillantes déductions. Commençons. C'était l'un de ces rares après-midi où la vie semblait déterminée à se montrer sous son jour le plus civilisé. Le soleil déversait sa lumière dorée à travers les hautes fenêtres du Ritz, dessinant de délicats motifs sur les nappes et faisant scintiller l'argenterie soigneusement polie. En face de moi, Hercule Poirot était assis, son petit corps bien droit, ses moustaches impeccablement cirées, et son expression empreinte d'une concentration profonde. Mais son attention n'était ni tournée vers le salon de thé animé, ni vers les invités qui murmuraient doucement en savourant leurs gâteaux et sandwichs. Non, Poirot était entièrement absorbé par son assiette. « Mon cher Hastings, » dit-il en poussant délicatement un scone pour le positionner avec une précision mathématique à côté de sa tasse de thé. La perfection est une affaire de détails infimes. Observez, je vous prie, la symétrie des tasses et des soucoupes. C'est l'ordre de l'univers tel qu'il doit être, équilibré, harmonieux, immaculé. Je mordis dans mon scone avec bien moins de révérence, laissant une trace de crème s'étaler maladroitement au coin de ma bouche. « Je ne sais pas comment vous avez cette patience, Poirot, » dis-je gaiement. « Après tout, ce n'est que du thé. » Poirot ferma brièvement les yeux, comme s'il ressentait une douleur intérieure. « Vous ne comprenez pas, mon ami. L'art d'un service à thé raffiné est aussi délicat que la résolution d'un crime. L'un comme l'autre repose sur l'harmonie. Chaque élément doit être disposé avec une précision absolue. J'étais sur le point de le taquiner davantage lorsque mon regard fut attiré par une silhouette singulière de l'autre côté de la salle. Une femme, assise seule, à une table d'angle. Elle portait une robe d'un bordeaux profond. Mais ce qui attira le plus mon attention fut le voile cramoisi qui recouvrait entièrement son visage, un rideau de soie dissimulant son identité. « Poirot, » murmurai-je, « regardez donc cela. » Poirot ajusta un pli de sa serviette avant de tourner légèrement la tête dans la direction indiquée. Ses yeux sombres, toujours en alerte, se firent immédiatement plus perçants. « Eh bien, » murmura-t-il, « il n'est pas courant de prendre le thé sous l'observation silencieuse d'un spectre écarlate. Voilà qui est des plus curieux. » La femme était assise, raide, ses mains gantées, posées sur la table, la tête légèrement inclinée, si bien que son voile rouge dissimulait toute possibilité de distinguer son visage. Pourtant, il y avait quelque chose dans sa posture, quelque chose de délibéré, comme si son attention n'était ni portée sur son thé, ni sur l'agitation du salon, mais bien sur nous. « Vous croyez qu'elle nous observe ?» demandai-je en baissant la voix. « Mais oui, » dit Poirot doucement, « et pas par simple curiosité, mon ami. Il y a une intention derrière ce regard. Plus nous l'observions, plus la situation semblait étrange. Ses doigts gantés tambourinaient nerveusement sur la table. 3 coups, une pause, 2 coups, une pause. Un rythme calculé dont la signification m'échappait. « Elle est seule, » remarquai-je. « Elle ne semble attendre personne. » Le regard de Poirot se fit encore plus acéré. « Seule, peut-être, mais pas sans but. Hastings, mon cher, vous finirez par apprendre cette leçon
Aucun détail n'est insignifiant. Une femme ne porte pas un voile cramoisi sans raison. La mode, peut-être, suggérai-je faiblement. Poirot eut un petit rire bref. Non, non. La mode est capricieuse, mais elle n'est pas menaçante. Ceci, c'est une femme qui cache son visage au monde, tout en exigeant que le monde la remarque malgré tout. Avant que je ne puisse répondre, la femme bougea. Elle glissa une main dans son réticule et fit discrètement signe à un serveur. Quelques instants plus tard, celui-ci s'approcha de notre table. Un plateau d'argent sur lequel reposait une enveloppe scellée. « Pour Monsieur Poirot », annonça-t-il. Poirot accepta l'enveloppe avec un léger haussement de sourcils, tandis que je la regardais, stupéfait. « C'est extraordinaire », m'exclamai-je. « Qui donc pourrait savoir que vous êtes ici ?»« Ah, Hastings », dit Poirot en tapotant l'enveloppe du bout des doigts. « Vous persistez à sous-estimer la renommée d'Hercule Poirot. C'est un fardeau que je porte avec dignité. » L'enveloppe était d'un papier crème, épais. L'écriture délicate, mais précipitée. Une main féminine, devinai-je. Bien que l'encre fût par endroits légèrement baveuse, comme si les mots avaient été tracés dans l'urgence, Poirot fit glisser un couteau le long du sceau et déplia la lettre. Son regard parcourut les lignes, son expression passant d'un léger amusement à une attention beaucoup plus aiguë. « Eh bien ?» demandai-je avec impatience. Poirot lut à voix haute. « Monsieur Poirot, je suis en grand danger, bien que je ne puisse dire ni comment, ni pourquoi dans cette lettre. Il y a une maison sans miroir. Vous devez venir immédiatement. Vous seul pouvez voir ce que les autres ne verront pas. Ne tardez pas, ou la vérité s'éteindra avec le soleil couchant. » Je le regardais, perplexe. Une maison sans miroir. Que diable cela signifie-t-il? Poirot ne répondit pas immédiatement. Son regard s'était porté de nouveau sur la femme voilée, mais sa chaise était vide. Le voile cramoisi était drapé sur le dossier, abandonné là comme la mue soyeuse d'un serpent éclatant. Elle était partie. « Curieux », murmura Poirot. « Très curieux, en effet. » Le serveur, revenant pour débarrasser la table, confirma que la dame avait réglé son addition quelques instants plus tôt, avant de disparaître silencieusement par la sortie latérale. Mais pourquoi laisser son voile derrière elle, m'étonnai-je. Poirot effleura la soie du bout des doigts, son front plissé par la réflexion. Un voile est un symbole, mon ami. Il dissimule, mais il révèle aussi. Lorsqu'une femme enlève son voile, elle dévoile son véritable visage. Et pourtant, Poirot souleva le voile et l'examina de plus près. Ceci n'est pas un voile ordinaire. Il est ancien, plus ancien que la femme elle-même, je pense, et il porte le plus léger parfum de violette. Soudain, il se leva, repliant soigneusement sa serviette sur son assiette. « Venez, Hastings, comme vous dites si bien, l'affaire est lancée. » « Et où allons-nous, exactement ?»« À la maison sans miroir. » Les yeux de Poirot brillaient d'une lueur d'anticipation. Où d'autre Hercule Poirot commencerait-il sa quête de la vérité? Je pris la lettre des mains de Poirot et la relus. Un sentiment de perplexité grandissant en moi. « Une maison sans miroir », répétai-je lentement. « Quelle absurdité est-ce là ?» Poirot leva un doigt délicat. « Non, mon ami, vous regardez, mais vous n'observez pas. Ce n'est pas une absurdité, c'est un fait des plus intrigants. Bannir tous les miroirs d'une maison, ce n'est pas un caprice, c'est une peur. Mais peur de quoi, me demandai-je. Eh bien, dis-je en tentant de paraître rationnel, certaines personnes ont des superstitions étranges. Peut-être que Lady Eugénia, ou celle qui a écrit cette lettre, a peur de son propre reflet. Possible, concéda Poirot, mais improbable. La peur des miroirs, la catoptrophobie,
si vous souhaitez impressionner vos convives lors d'un dîner, est rare. Plus souvent, ce n'est pas le miroir lui-même que l'on craint, mais la vérité qu'il révèle. La dernière phrase de la lettre ne cessait de me hanter. Vous seul pouvez voir ce que les autres ne verront pas. Ne tardez pas, ou la vérité s'éteindra avec le soleil couchant. Que signifie cette histoire de coucher de soleil ? Demandai-je. On se croirait dans l'intrigue d'un de ces romans gothiques que lit Miss Lemon. Poirot sourit. Le soleil couchant, c'est poétique, oui, mais aussi pratique. Que voit-on au crépuscule qui reste invisible à midi ? Les ombres s'allongent, mon ami. Ce qui se cache dans la lumière devient plus clair dans le crépuscule. Il retourna la lettre et examina soigneusement le verso du papier. Ah, regardez, il y a un parfum subtil, violette, délicat, mais indéniable. Un parfum ? Précisément. Et pas un parfum moderne, je pense, mais quelque chose de plus ancien. Un parfum venu du passé ? Il reposa la lettre et me regarda gravement. « Hastings, ceci n'est pas seulement un appel à l'aide, c'est une invitation à pénétrer dans une tragédie qui se joue depuis longtemps. » Avant que je ne puisse poser une autre question, je jetai un regard vers le coin, où la femme voilée s'était assise. La chaise était vide. « Elle est partie !» m'exclamai-je, mais elle était encore là à l'instant. Poirot plissa les yeux, mais son expression restait plus amusée qu'inquiète. Naturellement, une femme qui arrive comme un murmure doit disparaître comme un soupir. Le voile cramoisi restait drapé sur la chaise, abandonné. Poirot se leva, le prit et l'examina à la lumière. « Un travail d'orfèvre, murmura-t-il. Ce n'est pas un simple voile, Hastings. Voyez les coutures, faites à la main, et le tissu lui-même. Ce n'est pas de la soie moderne, mais quelque chose de plus ancien, de plus noble. C'est une relique du passé. » Il plia soigneusement le voile et le glissa dans son manteau. « Elle nous a laissé un indice, mon ami. Ou peut-être un défi. Mais où a-t-elle pu aller ?» demandai-je, scrutant encore l'entrée du regard. Poirot eut un sourire léger, presque énigmatique. « La question, Hastings, n'est pas où, mais pourquoi ? Pourquoi apparaître pour aussitôt disparaître ? Pourquoi laisser un voile, mais pas un nom ? Pourquoi convoquer Poirot, si ce n'est pas pour être retrouvé ?» Il tapota sa tempe. « Il y a une logique dans son mystère. Et maintenant, mon cher Hastings, nous avons aussi une mission. » « Laquelle ? » Trouver la maison sans miroir et découvrir quelle vérité le soleil couchant devait nous révéler. La campagne se déroulait devant nous comme un tableau, avec ses collines ondoyantes, ses champs balayés par le vent et ses chemins étroits qui semblaient ne mener nulle part en particulier. Assis en face de moi dans la voiture de location, Poirot paraissait singulièrement indifférent à la beauté des paysages anglais. Son attention était entièrement absorbée par la lettre, qu'il avait déjà lue au moins 5 fois depuis notre départ. « Mon cher Hastings, dit-il enfin, ne trouvez-vous pas étrange qu'une maison puisse craindre son propre reflet ? Je maintiens que c'est une superstition absurde, répondis-je. Il y a beaucoup de vieilles familles, avec des idées bizarres. Certaines refusent d'être très à table, d'autres couvrent les miroirs après un décès. C'est typique de la vieille Angleterre. » Les moustaches de Poirot frémirent. « Ah, les Anglais, avec leurs charmantes excentricités. Mais réfléchissez, mon ami, ces coutumes sont comme la poussière sur une étagère. Elles s'accumulent avec le temps, couche après couche. Mais ceci est délibéré, une maison sans miroir. Totalement. Ce n'est pas une tradition, c'est une décision. Et les décisions, mon ami, sont prises pour des raisons. » J'étais sur le point de répliquer lorsque la route fit un virage serré et Ravenmoor House apparut devant nous. Elle se dressait seule
au sommet d'une colline basse, une silhouette sombre se découpant sur un ciel strié de rose et d'or. La maison semblait plus ramassée que droite, ses fenêtres étroites et menaçantes, ses cheminées penchées à des angles étranges. Il y avait quelque chose de troublant dans son apparence, quelque chose qui me fit resserrer mon manteau autour de moi. « Dites-moi, Poirot, dis-je, elle a une fichue allure sinistre, non ?» Poirot acquiesça, mais son expression demeura sereine. « Mais oui, et ces maisons-là, Hastings, elles se souviennent de tout. » Il sortit le voile cramoisi de sa poche et le lissa doucement entre ses doigts. « C'est ici que tout commence, Hastings. Le voile va se lever. Et derrière ce voile, que trouverons-nous? Un visage du passé ou le reflet du présent ?» Il posa une main sur la portière. « Venez, mon ami, il est temps de voir. » La porte s'ouvrit sur une femme à l'apparence si austère que je la pris immédiatement pour l'intendante de la maison. Ses cheveux gris étaient tirés en un chignon si serré qu'il semblait tirer sur son cuir chevelu, et sa robe était d'une simplicité presque monacale. « Vous étiez attendu, » dit-elle sans préambule. « Suivez-moi. » À l'intérieur, la maison était aussi étrange que sa réputation le laissait entendre. Toute surface réfléchissante avait été retirée ou dissimulée. Pas de miroir, pas de cadres en verre, pas même une table vernie. Cela conférait à la demeure une atmosphère étrangement feutrée, comme si elle était étouffée de l'intérieur. Poirot s'arrêta dans le hall d'entrée et tourna lentement sur lui-même, absorbant chaque détail. « Vous observez, Hastings, aucun moyen d'apercevoir, ne serait-ce que l'ombre de son propre visage. »« C'est bien ce qu'on nous avait dit, marmonnai-je. N'empêche, cela me semble toujours aussi étrange. L'étrangeté, mon ami, est souvent un indice que l'on néglige, mais le désir humain de se voir, de confirmer son existence, c'est naturel, non? Interdire cela totalement. Ah, voilà qui est contre nature. » L'intendante, Miss Dorcas Brightwell, nous conduisit dans un salon au faste défraîchi, lourds rideaux de velours, chandeliers en argent terni et meubles semblant ployés sous le poids des souvenirs. Lady Eugénia et... Elle s'interrompit brusquement, avant de se corriger. « Disons que vous arrivez trop tard. » « Trop tard ?» Les sourcils de Poirot se haussèrent. « Lady Eugénia, elle est morte ?» Miss Brightwell tordit ses mains dans son tablier. « La nuit dernière, » murmura-t-elle. « On dit qu'elle a mis fin à ses jours. » Le regard de Poirot s'aiguisa. « Et la dame, elle n'a laissé aucun message ?»« Oh, il y avait bien une lettre, » admit Mrs. Brightwell à contre-cœur. « Et on l'a retrouvée, portant ce voile. »« Le voile cramoisi ?» m'écriai-je. « Mais pourquoi ?» Mrs. Brightwell frissonna. « Cette maison, monsieur, elle se souvient. Les miroirs ont disparu, mais les souvenirs, ils trouvent toujours un moyen de se refléter. » Poirot joignit les mains et murmura doucement. « Curieux, très curieux en effet. » Miss Brightwell nous mena à l'étage par un large escalier grinçant, ses pas hésitants, comme si elle redoutait d'atteindre notre destination. Poirot la suivit à son rythme habituel, les mains croisées dans le dos, scrutant chaque détail, le tapis usé, les portraits le long des murs, et ce parfum indéniable de violette qui flottait dans l'air. Au bout du couloir, Miss Brightwell poussa une lourde porte et se tint de côté, les mains nouées nerveusement. Poirot entra, et je le suivis, me préparant à ce que nous allions découvrir. Lady Eugénia reposait sur une chaise longue, les mains croisées sur la poitrine. Son visage était dissimulé sous le voile cramoisi, dont le riche tissu tombait en cascade sur son corps, comme une rivière de soie pourpre.
Dans la pénombre, cela donnait l'impression troublante que son visage s'était effacé dans le néant. « Mon Dieu !» murmura Poirot. « Quel théâtre !» Je déglutis avec difficulté. « Vous voulez dire, vous pensez que c'est une mise en scène ?»« Mais oui, » répondit-il d'un ton pensif. « C'est trop parfait, Hastings. Une femme meurt, voilée d'écarlate, les mains si soigneusement disposées. Ce n'est pas du désespoir, c'est une mise en scène. » Sur la table de chevet reposait un papier plié. Poirot le prit délicatement, haussant légèrement les sourcils. Une lettre d'adieu. Il lut à voix haute. « Je ne peux plus endurer cela. La vérité doit être enterrée avec moi. Il est des choses qui ne devraient jamais être vues. » « Cela sonne sincère, dis-je. » Poirot secoua la tête. « Non, le ton n'est pas juste, trop vague, trop général. Quand on écrit une confession ultime, on est soit précis, soit émotif. Ici, ce n'est ni l'un ni l'autre. » Il souleva délicatement le voile, révélant le visage de Lady Eugénia, paisible, mais étrangement méconnaissable. Ses traits étaient délicats, mais son poignet gauche portait une cicatrice curieuse, à moitié cachée par un bracelet. Le regard de Poirot s'affûta. « Gauchère », murmura-t-il. « Et pourtant, les blessures, elles ont été infligées sous un angle maladroit, comme si elles avaient été faites par une personne droitière. » Je clignai des yeux. « Vous voulez dire que… » Poirot porte un doigt à ses lèvres. « Patience, mon ami. L'histoire, elle ne fait que commencer. » Nous descendîmes au salon, où les habitants de la maison s'étaient réunis dans un silence pesant. L'air était chargé d'une tension non dite, semblable à l'atmosphère électrique précédant un orage. Poirot se tint debout, les mains jointes, son regard balayant la pièce tel un projecteur. « Mesdames et messieurs, » dit-il doucement, « permettez-moi d'exprimer mes condoléances, mais je dois aussi exprimer mon devoir, car les circonstances sont des plus irrégulières. » Un homme grand et large d'épaules se leva brusquement. « Capitaine Lionel Moncler, » déclara-t-il d'un ton brusque, « beau-fils de Lady Eugénia. » Poirot incline légèrement la tête. « Et vous étiez présent la nuit dernière ?»« Bien sûr que j'étais là, » rétorqua-t-il sèchement. « Je suis ici depuis des semaines, à essayer de démêler ces maudites finances. » Les yeux de Poirot brillèrent d'intérêt. « Les finances, toujours les finances. » Une femme mince, vêtue d'une robe démodée, poussa un soupir théâtral. « Arabella Thorne, » annonça-t-elle, « cousine éloignée. Je suis arrivé seulement hier après-midi. Un choc terrible. »« Ah » fit Poirot, « la famille. Si complexe, n'est-ce pas ?» À côté d'elle, un homme maigre et nerveux rajusta ses lunettes. « Docteur Godfrey Blaine, » dit-il. « J'ai suivi Lady Eugénia depuis des années. Toute cette histoire de voile et de miroir. Pur délire hystérique, si vous voulez mon avis. » Le sourcil de Poirot se haussa légèrement. « Et pourtant, docteur, vous n'avez pas empêché sa mort. » Le docteur rougit. « Vous devez comprendre. Elle était sujette à des sautes d'humeur, très influençables, surtout après… »« Après quoi ?» insistai-je. La bouche du médecin se referma brusquement. Poirot se tourna vers Mrs. Brightwell, qui se tenait immobile, les mains croisées comme une écolière. « Et vous, madame ?» L'intendante voit toujours tout. Miss Brightwell eut un léger tremblement nerveux de la tête. « Je suivais simplement les ordres de Lady Eugénia, rien de plus. Ce n'est pas à moi de poser des questions. »« Mais vous voulez poser, n'est-ce pas ?» Le sourire de Poirot était mince, empreint d'une connaissance certaine. « Parce que vous vivez dans une maison qui craint son propre reflet. » Les lèvres de Miss Brightwell tremblèrent, mais elle ne répondit rien. Poirot s'installa confortablement dans un fauteuil,
joignant le bout de ses doigts. Et ainsi, dit-il, les acteurs prennent leur place. Mais il faut se demander qui écrit le scénario. Poirot était assis près du feu dans le bureau de Lady Eugenia, tenant délicatement entre ses doigts la supposée lettre de suicide. Il l'avait déjà lue 2 fois à voix haute, une fois de sa manière brève et précise, et une autre en exagérant théâtralement chaque mot, comme pour tester sa sincérité par l'intonation. Je marchais nerveusement de long en large. Cela me semble pourtant clair, Poirot, dis-je. Une femme désespérée, hantée par un secret de famille, met fin à ses jours. C'est bien ce que dit la lettre. Les moustaches de Poirot tressaillirent d'un air des plus éloquents. Non, Hastings, vous lisez les mots, mais vous ne les écoutez pas. Il tapota doucement le papier. C'est trop vague, mon ami, trop détaché. Une femme qui décide vraiment d'en finir n'écrit pas avec une telle distance. Il n'y a ni passion, ni regret, seulement la froide tentative de paraître. Tragique. Mais certaines personnes sont moins dramatiques que d'autres, protestai-je. L'expression de Poirot s'adoucit dans ce regard d'exaspération, patiente, qu'il me réservait toujours. Hastings, mon pauvre ami, même l'Anglaise la plus réservée ne rédige pas l'annonce de sa propre mort comme une invitation à prendre le thé. Il posa la lettre à côté d'un sous-main, sur le bureau, et la fit pivoter sous la lumière. Observez, il y a de légères indentations ici, comme si quelqu'un avait recopié ces mots à partir d'une autre source. Une lettre antérieure, peut-être. Recopiée? Mais pourquoi Lady Eugenia aurait-elle copié sa propre lettre d'adieu? Les yeux de Poirot s'illuminèrent. Pourquoi, en effet? À moins, bien sûr, qu'elle ne l'ait pas écrite du tout. La porte grinça légèrement, et Madame Brightwell apparut dans l'embrasure, tordant ses mains. Ce n'est pas une lettre authentique, monsieur? Voilà toute la question, madame. Le regard de Poirot devint soudainement perçant. Dites-moi, existe-t-il une autre lettre? Une qui n'aurait pas été remise à la police? Miss Brightwell hésita. Il y avait une lettre que Lady Eugenia gardait dans son tiroir privé, une lettre qu'elle avait écrite il y a des années à quelqu'un qu'elle appelait « mon miroir », mais je ne l'ai jamais lue. Poirot tambourina doucement ses doigts sur le bureau. « Mon miroir, voilà qui est très curieux. Et vous dites que cette lettre a disparu? » « Oui, monsieur. Le tiroir était vide ce matin quand je l'ai vérifié. » Poirot se leva d'un bond. « Alors nous devons la retrouver, Hastings, car quelque part dans cette maison, la vérité a été copiée, et la vérité, elle, est rarement polie. » Poirot se tenait devant la coiffeuse de Lady Eugenia, le voile cramoisi étendu sur le bois verni comme une tache de sang qu'aucun temps n'aurait pu effacer. À la lueur vacillante de la lampe, la soie scintillait faiblement, murmurant des secrets enfouis depuis longtemps. « Hastings, dit Poirot doucement, quel était le rôle d'un voile de deuil? » Je clignais des yeux, surpris par la question. « Eh bien, il cache le chagrin d'une veuve, supposai-je. Il lui permet de dissimuler son visage aux regards indiscrets. » « Tout à fait. » Poirot souleva délicatement le tissu entre son pouce et son index. « Mais ceci n'est pas un voile de deuil, c'est tout autre chose. La couleur, si riche, si audacieuse. Et regardez ici, sur le bord. Voyez-vous ces perles délicates? Ce n'est pas l'œuvre d'une simple couturière, mais d'une costumière. » « Un costume? » fis-je, perplexe. Mais pourquoi Lady Eugenia posséderait-elle un voile de bal masqué? Le sourire de Poirot eut une lueur malicieuse. Parce que ce voile n'appartenait pas à Lady Eugenia. Il appartenait à sa sœur. Je faillis laisser tomber ma tasse de thé. Sa sœur, je ne savais même pas qu'elle en avait une. Peu de gens le savaient, dit Poirot.
une sœur jumelle, mon ami. Et ce voile, il fut porté à un bal, il y a bien longtemps, lorsque les deux sœurs étaient presque indiscernables. Une seule chose les différenciait, une petite cicatrice que le voile était conçu pour cacher. Je le regardais fixement. Mais qu'est-il arrivé à cette sœur? Poirot haussa les épaules, d'un geste néanmoins étudié. Certains disent qu'elle est morte, d'autres qu'elle a disparu. Ce qui importe, c'est ceci. Le voile appartenait à la sœur, et pourtant, il a été retrouvé sur Lady Eugenia. Vous voulez dire que la femme que nous avons vue, au Ritz, les yeux de Poirot pétillèrent. Ah, vous commencez enfin à réfléchir. Oui, mon ami, la dame au voile cramoisi n'était pas Lady Eugenia, mais la sœur qu'elle avait perdue. Je me laissais tomber sur un fauteuil, abasourdi. Mais si Lady Eugenia est morte, et que la sœur est revenue, que signifie tout cela? Poirot lissa le voile d'un geste pensif. Cela signifie, Hastings, que ce crime, si crime il y a, ne s'est pas joué hier soir, mais il y a des décennies. Nous sommes face à une affaire où le présent n'est qu'un reflet d'un passé longtemps enseveli. Après le dîner, un silence pesant s'abattit sur la maison. Les invités s'étaient retirés dans leurs coins respectifs. Le capitaine Moncler ruminait devant la cheminée. Miss Thorne sirotait un brandy trop grand pour sa silhouette frêle. Et le docteur Blaine marmonnait sur la tension nerveuse propre à la vie à la campagne. Poirot et moi venions de nous installer dans le salon lorsque le cri perça la nuit. Aigu, indéniablement féminin, il résonna contre les murs comme un écho sinistre. Poirot bondit sur ses pieds avec une agilité surprenante, et je fus à peine un demi-pas derrière lui lorsque nous nous précipitâmes dans le couloir. Le cri provenait du petit salon sur le côté, une pièce obscure aux lourds rideaux et au léger parfum de lavande. Mrs. Brightwell se tenait tremblante près du mur du fond, une main pressée contre sa gorge. « Je l'ai vu, » haleta-t-elle. « Je l'ai vu de mes propres yeux. » La voix de Poirot fut douce, mais ferme. « Calmez-vous, madame. Qu'avez-vous vu ?» D'un doigt tremblant, elle désigna le manteau de la cheminée, où reposait un petit plateau en argent, sa surface polie reflétant une lueur mate. « Mon visage, » murmura-t-elle, « mais ce n'était pas mon visage. »« Que voulez-vous dire ?» demandai-je, bien que ces paroles me fassent froid dans le dos. « Le reflet, » dit-elle. « J'ai vu mon visage, mais à côté de moi, il y avait un autre visage qui me fixait, une femme, pâle, son voile relevé, et puis elle a disparu. » Poirot s'avança et examine le plateau avec intérêt. Une maison sans miroir, et pourtant, la nature est maligne, n'est-ce pas? Une surface polie peut jouer le rôle d'un miroir, si la lumière l'éclaire sous le bon angle. Il se tourna vers Madame Brightwell. « Ce visage que vous avez vu, l'avez-vous reconnu ?» Les lèvres de l'intendante frémirent. C'était Lady Eugenia, mais je jurerais que c'était sa sœur, celle que l'on dit morte il y a longtemps. L'expression de Poirot demeura impénétrable. « Voilà qui est très curieux, » murmura-t-il. « Il semble, mon cher Hastings, que le passé refuse de rester enterré. » J'essayais d'en rire, mais il y avait quelque chose dans cette maison, dans ce reflet fugace, qui me glaça jusqu'aux os. Le matin suivant la mort de Lady Eugenia se leva gris et morne, comme si la maison elle-même n'avait aucune envie de s'éveiller. Poirot, cependant, était dans sa plus grande forme, ses moustaches taillées avec une précision redoutable et ses souliers vernis brillants, même sous la lumière terne. « La vérité, Hastings, » annonça-t-il en descendant vers le salon, « ne se trouve pas seulement dans les faits. Non, non, les faits peuvent tromper. Mais un visage, un frémissement de main,
un mot lâché par mégarde, voilà les véritables empreintes de la culpabilité. Je réfléchissais encore à cette déclaration lorsqu'apparut la première des invitées. Miss Arabella Thorne, emmitouflée dans un châle miteux, les yeux rouges et le regard empreint d'un drame excessif. « Je suppose que vous voudrez m'interroger, » dit-elle, prenant l'air tragique d'une femme, convaincue d'être au centre d'un scandale romantique. « En effet, mademoiselle, » dit Poirot en l'invitant à s'asseoir. « Mais pas sur ce que vous avez vu, sur ce que vous avez ressenti. » Elle cligna des yeux. « Ressenti? Je ne comprends pas. »« Justement, » dit Poirot, « vous ne compreniez pas Lady Eugénia, n'est-ce pas ?» Arabella pinça les lèvres. Elle était étrange. Elle n'aimait pas les miroirs. Une fois, je lui ai tendu mon poudrier, et elle l'a violemment jeté à travers la pièce. Elle disait que les reflets étaient dangereux. Et vous en avez conclu ? J'ai pensé qu'elle était folle. Poirot incline légèrement la tête, comme s'il percevait un écho lointain d'un indice caché. Il écourta l'entretien et fit appeler le capitaine Montclair. L'homme s'assit, raide, incarnant l'exaspération du soldat face à ce qu'il considérait sans doute comme une perte de temps. Lady Eugénia était une femme troublée, sans aucun doute, dit-il sèchement, toujours obsédée par le passé, incapable de le laisser derrière elle. Et le voile, ne signifiait-il rien pour vous? Juste une autre de ses lubies, répondit Montclair. Mais Poirot observe la main du capitaine, crispée sur le bras du fauteuil, ses jointures blanchies par la pression. « C'est étrange, » murmura Poirot, en montant l'escalier. « Personne ne parle d'amour, toujours de l'argent, du nom de la famille, de la peur. Mais l'amour, Hastings, où est-il dans cette maison? C'est Madame Brightwell qui nous fournit enfin la pièce manquante, bien qu'il fallût toute la douceur persuasive de Poirot pour la faire parler. Nous la trouvâmes dans la lingerie, pliant les draps avec une rigidité excessive, le visage marqué par la tension. « J'ai servi Lady Eugénia pendant près de 30 ans, finit-elle par dire. Je l'ai connue avant son mariage, je l'ai connue quand elle avait une sœur. Une sœur, madame. » La voix de Poirot était douce, mais ses yeux s'étrécirent. Mrs. Brightwell jeta un regard nerveux par-dessus son épaule, comme si elle craignait d'être entendue. Sa sœur jumelle, Sylvia. Elles étaient inséparables dans leur jeunesse, mais cela a changé. Il y eut un bal, un grand bal, masqué. Lady Sylvia portait le voile cramoisi, Lady Eugénia portait du bleu. Et lors de ce bal, Mrs. Brightwell hésita, ses doigts tordant nerveusement le coin d'une taie d'oreiller. Il y eut un scandale. On dit que Lady Sylvia s'est enfuie cette nuit-là avec un homme. D'autres disent que... Elle s'interrompit. « Continuez », l'encouragea Poirot. On dit que Lady Eugénia enferma sa sœur après une terrible dispute, que Sylvia ne fut jamais revue. Hastings, éternel romantique, parut horrifié. Enfermer sa propre sœur, mais enfin, Miss Brightwell secoua la tête. Je ne sais pas ce qui s'est réellement passé, monsieur. Tout ce que je sais, c'est qu'après cette nuit-là, tous les miroirs furent recouverts. Lady Eugénia ne supportait plus de voir son propre visage. « Mais pourquoi ?» demandai-je. Poirot fronça les sourcils, ses doigts tapotant un rythme lent sur son genou. « Ah, Hastings, parfois, un visage ne nous appartient pas entièrement. Chez les jumeaux, il est partagé. Peut-être, chaque fois que Lady Eugénia se regardait dans un miroir, voyait-elle non pas elle-même, mais la sœur qu'elle avait perdue. Mais si Sylvia a disparu, dis-je, comment aurait-elle pu écrire la lettre? Comment aurait-elle pu être au Ritz? » Poirot se leva, son regard lointain, mais animé d'une certitude intérieure. « Voilà, mon ami, la question à laquelle nous devons répondre. Mais souvenez-vous de ceci.
Lorsqu'un jumeau disparaît, le monde suppose que l'autre demeure. Mais si... Il s'interrompit, secouant la tête. Vous recommencez à être cryptique, Poirot. Mais oui, c'est mon devoir. Le sourire de Poirot fut bref. Mais souvenez-vous, Hastings, lorsque nous connaîtrons l'histoire du bal masqué, nous connaîtrons la vérité. Le voile cramoisi était étendu sur les genoux de Poirot, comme une relique de musée, alors qu'il était assis dans le petit salon privé de Lady Eugénia. Du bout des doigts, il entraçait la fine broderie, les perles scintillant faiblement sous la lumière de l'après-midi. « Mon cher Hastings, » commença Poirot, sa voix chaude de satisfaction. « Vous souvenez-vous de la première fois que nous avons vu ce voile? Au Ritz? » « Bien sûr, » répondis-je. « Il était porté par cette femme voilée, celle qui a disparu avant que nous ne puissions lui parler. » « Exactement. » Les yeux de Poirot pétillèrent. « Mais maintenant, voyez-vous, nous savons que ce voile n'appartenait pas du tout à Lady Eugénia. » Je fronçai les sourcils. Pourtant, on l'a retrouvé sur son corps. Oui, et c'est précisément pour cette raison qu'il est si important. Il n'appartenait pas à Lady Eugénia. Poirot se leva, éteint le voile devant le mur nu, dépourvu de miroir. Ceci, mon ami, appartenait autrefois à Lady Sylvia, la sœur jumelle. Je ne pus réprimer ma surprise. La sœur qui a disparu après le bal masqué? Poirot eut un sourire énigmatique. Exactement. Lady Sylvia portait ce même voile lors du bal où tout a commencé. Ce n'était pas un bal ordinaire. C'était une nuit où les identités étaient remasquées et échangées, où les sœurs devenaient interchangeables. « Mais pourquoi porter aujourd'hui le voile de sa sœur ?» demandai-je, peinant à reconstituer le puzzle. Poirot secoua un doigt en l'air. « Ah, Hastings, voilà bien une question typiquement anglaise. Vous considérez les vêtements comme de simples habits. Mais pour une femme, surtout une femme entourée de mystères, les vêtements sont des symboles. Ce voile ne cache pas seulement un visage, il dissimule une histoire. » Il laissa le voile retomber sur le bureau dans un froissement léger. La femme du Ritz n'était pas Lady Eugénia. C'était Lady Sylvia, revenue du passé, et sa présence a tout déclenché. Je le fixais, stupéfait. Mais si Lady Sylvia est en vie... Poirot leva la main. « Patience, mon ami. Cette question, nous y répondrons bien assez tôt. » La porte du grenier grinça sur ses gonds, libérant un souffle d'air froid, comme si la maison elle-même exhalait des secrets enfouis depuis longtemps. Poirot ouvrait la marche, ses chaussures frappant délicatement les marches de bois usées. Je le suivais, moins gracieusement, toussant sous la poussière soulevée. « Ces endroits, Hastings, » remarqua Poirot, « sont des capsules temporelles. Les familles enferment leur passé, hors de vue, hors de l'esprit. Mais la mémoire, mon ami, ne s'efface pas si facilement. » Le grenier était encombré de malles et de meubles délaissés, l'air saturé de l'odeur du bois ancien et des boules de naphtaline. Dans un coin, sous un drap jauni, Poirot découvrit un portrait. C'était un double portrait, deux jeunes femmes, vêtues de robes de bal identiques, se tenant côte à côte. La ressemblance était frappante, à une différence près. « Regardez bien, Hastings, » indiqua Poirot. Je me penchai, et là, sous le collier de Lady Sylvia, à peine visible, une fine cicatrice se dessinait. « La cicatrice, » murmura Poirot. « Une blessure d'enfance, ou peut-être le résultat d'une dispute entre sœurs. Vous voyez comme l'artiste l'a adoucie, presque effacée. Mais les sœurs, elles, savaient. Et c'est pour cela que le voile fut conçu, pour dissimuler l'imperfection de Sylvia. » Je secouai la tête, émerveillé. Elles étaient pratiquement identiques. Identiques, mon ami. Sauf pour cette seule marque. C'est le déguisement le plus simple et le plus dangereux.
car lorsqu'un jumeau disparaît, qui peut dire lequel est resté? Poirot replaça soigneusement le portrait, ses doigts effleurant brièvement le cadre sculpté. La maison se souvient, Hastings, et bientôt nous aussi. Nous trouvâmes le capitaine Lionel Moncler, accoudé à la fenêtre de la bibliothèque, un verre de whisky intact à ses côtés. Il se tenait raide, le dos tourné, les épaules figées dans une tension rigide, comme un homme qui a construit un mur entre lui et le monde. « Capitaine, » commença Poirot avec douceur, « un instant, s'il vous plaît. » Moncler se retourna, la mâchoire crispée. « Encore des questions. J'ai déjà tout dit. »« Ah !» fit Poirot d'un ton léger. « Mais ce n'est pas toujours ce que l'on sait qui intéresse Hercule Poirot, mais la manière dont on le raconte. » Moncler poussa un soupir et se lança, sans y être invité, dans un récit extrêmement détaillé de sa soirée. Chaque minute était comptabilisée, l'heure exacte où il s'était retiré à la bibliothèque, le nombre précis de cigares fumés, jusqu'aux pages du livre, un mémoire naval, qu'il prétendait avoir lu. « Tout est là, » conclut Moncler d'un ton sec. « Vous pouvez vérifier avec les autres. » Poirot joignit les doigts. « Vous êtes, comment dire, excessivement précis, mon capitaine. Or, il est rare qu'un homme se souvienne du temps avec une telle exactitude, à moins, bien sûr, qu'il n'ait répété son récit à l'avance. » Le visage de Moncler s'assombrit. « Me soupçonnez-vous de mentir ? » ?»« Pas de mentir, peut-être, » répondit Poirot avec douceur, « mais d'arranger. » Il incline légèrement la tête. « Vous vous êtes construit un alibi comme un château de cartes, monsieur, trop parfait, trop net. » Il marqua une pause. « Et lorsqu'un alibi est trop parfait, c'est qu'il a été conçu pour être vu. » Les doigts de Moncler tressaillirent. « Je connais mes propres mouvements, » grommela-t-il. « Mais oui, » acquiesça Poirot. « Mais connaissez-vous la vérité qu'il dissimule ?» Sur ces mots énigmatiques, Poirot nous quitta, laissant Moncler fixer son verre intact, les mâchoires contractées. Dehors, je soufflai à Poirot. « Vous pensez qu'il cache quelque chose ? Non pas qu'il cache, Hastings, qu'il joue un rôle. » Les yeux de Poirot brillaient. « Et une représentation, mon ami, est toujours destinée à un public. » Ce soir-là, la maison semblait agitée, presque fébrile. Les ombres s'allongeaient plus profondément, les pas résonnaient plus fort, et les murs, si je puis me permettre un peu de lyrisme, semblaient respirer. Moi-même, pourtant peu enclin à la nervosité, sursautai à un craquement de plancher. Nous trouvâmes Madame Brightwell dans le couloir, serrant son tablier à deux mains, le visage aussi pâle que la craie. « Je l'ai encore entendue, » chuchota-t-elle. « Les pleurs, répétai-je. Elle est là, » poursuivit l'intendante d'une voix fébrile. « Lady Sylvia, son esprit hante la maison. »« Baliverne, » rétorquai-je fermement, bien que ma voix manquât de conviction. Poirot observait Mrs. Brightwell avec intérêt, mais sans inquiétude. « Et cet esprit, madame, » murmura-t-il, « il pleure pourquoi ? » ?»« Pour sa mort, » souffla-t-elle, « ou pour le péché de sa sœur. » Avant que je ne puisse répliquer à cette absurdité théâtrale, le docteur Blaine apparut, les mains enfoncées dans ses poches, le visage fermé. « Je vois que madame Brightwell répand encore ses histoires, » lança-t-il d'un ton sec. « De la superstition, rien de plus que l'esprit délirant d'une domestique surmenée. »« Et vous, docteur ?» fit Poirot d'un ton aimable. « Vous préférez une explication plus scientifique ?»« Évidemment, » répliqua Blaine. « Toute cette famille est marquée par la folie. Lady Eugénia souffrait de délire, et il y a fort à parier que sa sœur, si elle est encore en vie,
est atteinte du même mal. Le sourcil de Poirot se haussa légèrement. « Vous êtes bien sûr de vous, docteur, et pourtant vous n'avez aucun dossier prouvant cette prétendue hérédité. » Blanin eut un sourire crispé. « On n'a pas besoin de dossier quand on sait reconnaître les signes. » Poirot incline la tête. « Peut-être. Et pourtant, monsieur, vous semblez bien déterminé à me convaincre de cette théorie sans la moindre preuve. C'est un fait établi, » s'emporta Blann. Poirot eut un mince sourire. « Ou peut-être un fait pratique. » Nous laissâmes le médecin fulminer, et je secouai la tête. « Vous le soupçonnez aussi, je suppose. » Poirot haussa les épaules. « Je soupçonne tout le monde, mon ami. C'est le devoir du détective. Mais le soupçon, c'est comme un parfum dans l'air. Il persiste plus longtemps, autour de ceux qui en abusent. » Alors que nous regagnions nos chambres, la voix tremblante de Miss Brightwell résonnait encore dans mon esprit. Les pleurs, les pas, les miroirs qui ne reflétaient rien, et pourtant tout. Poirot, lui, sifflotait doucement un air joyeux. « Pourquoi cet entrain ?» demandai-je. Il me sourit. « Parce que Hastings, quand une maison commence à mentir, c'est que la vérité est toute proche. » Ce fut Miss Arabella Thorne qui apporta la lettre avec l'air d'une femme présentant une pièce à conviction déterminante. Perchée au bord d'un fauteuil du salon, elle tendait une enveloppe jaunie, ses doigts tremblants d'excitation. « Je ne savais pas si je devais montrer ceci, » dit-elle, les yeux allant de Poirot à moi. « Mais je l'ai trouvé ce matin, dans l'écritoire de Lady Eugénia. » Poirot accepta l'enveloppe avec une légère inclinaison de tête, à peine effleurant le papier du bout des doigts. « Et vous croyez qu'il s'agit de... » « Une lettre d'amour, » souffla Arabella, « écrite par Lady Eugénia il y a des années. C'est très romantique. » « Romantique ?» Le sourcil de Poirot se haussa imperceptiblement. « Nous allons voir cela. » Il sortit la feuille pliée et parcourut le texte, son expression impassible. Je me penchai pour lire par-dessus son épaule, mais Poirot tenait la lettre à un angle précis, ne me laissant qu'entrevoir les mots. « Mon très cher, mon unique », lut-il à voix haute, son intonation exagérément pathétique. « J'ai attendu si longtemps, espérant le jour où tu reviendrais. Mon cœur souffre en pensant à tout ce que nous avons perdu. Mais si le destin est clément, nous nous retrouverons là où fleurissent les violettes. » Il replia soigneusement la lettre et la replaça dans son enveloppe, avant de poser son regard sur Miss Thorne, qui frémissait d'impatience. « Vous êtes certaine que Lady Eugénia a écrit ceci ? Qui d'autre cela pourrait-il être ?» protesta-t-elle. « C'était dans son bureau, après tout. » « En effet, » acquiesça Poirot. « Mais voyez-vous, mademoiselle, il y a un problème. » « Quel problème ?» Son enthousiasme vacilla légèrement. Poirot sourit faiblement. « L'écriture, comment dire, est trop appliquée. Les boucles sont hésitantes, les lettres tracées avec la lenteur de quelqu'un qui cherche à imiter une main plutôt qu'à écrire naturellement. » Le front de Miss Thorne se plissa. « Mais si ce n'est pas Lady Eugénia, alors qui d'autre aurait pu l'écrire ? Voilà toute la question, mademoiselle. » Poirot tapota légèrement l'enveloppe. « Et la réponse, je pense, ne se trouve pas tant dans celui qui a écrit cette lettre, mais dans celui qui était censé la trouver. » Peu après le dîner, Poirot fit rassembler tout le monde dans le grand salon. Les lourds rideaux de velours étaient tirés, le lustre brillant d'un éclat implacable, projetant des ombres tremblantes sur les murs. L'atmosphère avait quelque chose de théâtral, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Je me tenais près de l'âtre, carnet en main, ressentant cette combinaison familière d'excitation et de perplexité qui précède toujours les révélations de Poirot. Les suspects arrivèrent un à un
chacun avec une réticence plus ou moins marquée. Le capitaine Moncler s'adossa à la cheminée, bras croisés, raide comme un homme, se préparant à affronter un peloton d'exécution. Miss Thorne s'installa avec agitation sur une chaise, serrant un mouchoir en dentelle contre sa poitrine, tandis que Mrs. Brightwell tordait ses mains avec l'air d'une martyre. Quant au docteur Blaine, adossé à une table d'appoint, il arborait l'indifférence condescendante d'un homme persuadé que tout le monde, sauf lui, est fou. Poirot entra le dernier, impeccable comme toujours, ses souliers vernis brillants, ses mains jointes avec soin. « Mesdames et messieurs, commença-t-il en s'inclinant légèrement, l'heure est venue. » Il marqua une pause, laissant le silence s'alourdir. Une femme est morte, c'est une tragédie. Mais plus tragique encore est le fait que la vérité a été dissimulée sous un voile, non pas de soie écarlate, mais de secret. Miss Thorne poussa un petit cri. La mâchoire du capitaine Moncler se contracta. Poirot poursuivit. « Ce soir, je vais vous raconter la véritable histoire de Lady Eugénia Moncler, une histoire de trahison, de sœurs déchirées et d'un bal masqué dont l'écho résonne encore entre ces murs. » Poirot se plaça au centre de la pièce, tel un chef d'orchestre s'apprêtant à diriger son ensemble. « Mais avant tout, vous devez comprendre une chose, déclara-t-il. Cette mort n'est pas ce qu'elle semble être. Ce n'est pas l'acte désespéré d'une femme accablée, mais bien un meurtre déguisé. » Il marqua une pause, puis esquissa un sourire fugace. « Venez, mes amis, levons ensemble le voile. » Poirot se dirigea vers le bureau, où reposait encore la lettre de suicide. Ce pauvre morceau de papier dont chaque mot avait été analysé et remis en question. « Lady Eugénia, » commença-t-il, a été retrouvée les poignets tranchés, le voile cramoisi couvrant son visage, et une lettre d'adieu posée à ses côtés. Un tableau des plus dramatiques, n'est-ce pas? Miss Brightwell laissa échapper un faible gémissement, mi-sanglot, mi-frisson. Poirot lui adressa un regard compatissant avant de poursuivre. « Mais, mes amis, il y a un problème, le mode de décès. » Il leva la main, mimant l'action de trancher son propre poignet. Lady Eugénia était gauchère. Et pourtant, les blessures, elles ont été infligées sous un angle naturel pour une personne droitière. Cela ne vous semble-t-il pas étrange? Je l'avoue, je n'y avais pas pensé. Mais dès que Poirot le dit, l'anomalie me parut criante. « Grand Dieu !» m'exclamai-je, « vous avez raison. » « Mais oui, mon ami, » dit Poirot, ses yeux brillants d'intelligence. Une femme habituée à utiliser sa main gauche se serait coupée différemment. Mais ce n'est pas tout. Pensez à la lettre de suicide elle-même. Il la souleva et la tint bien en évidence. Vous vous rappelez, Hastings, combien sa formulation était étrange, détachée, presque répétitive. Et pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été écrite par Lady Eugénia. Elle en a été copiée d'une lettre qu'elle avait autrefois envoyée à sa sœur Sylvia, il y a de nombreuses années. Un murmure traversa la pièce. Poirot poursuivit. L'objectif de cette supercherie était simple, nous faire croire que Lady Eugénia s'était suicidée, hantée par le retour de sa sœur. C'était une histoire trop parfaite, comme le sont toujours les mensonges. Il traversa la pièce et s'arrêta devant le capitaine Moncler. Et qui aurait eu le plus grand intérêt à un tel subterfuge? Qui avait le plus à gagner à ce que la mort de Lady Eugénia soit vue comme un suicide plutôt qu'un meurtre? Les lèvres de Moncler s'entr'ouvrirent, mais Poirot leva la main. « Patience, mon capitaine, nous y viendrons. Mais d'abord, comprenons ceci. Le voile cramoisi n'appartenait pas à Lady Eugénia, mais à Sylvia elle-même. Et si ce voile reposait sur le corps, cela ne pouvait signifier qu'une chose. Cette mort n'était pas un acte de désespoir,
mais un crime né d'une confusion. Son regard balaya la pièce. Celui qui a tué Lady Eugenia croyait tuer Sylvia. Et cela, mes amis, est la clé de toute cette affaire. L'atmosphère de la pièce devint plus lourde encore. Le feu crépitait doucement dans l'âtre, projetant des ombres vacillantes sur les visages tendus des suspects. Tous étaient en suspendus aux lèvres de Poirot, chacun attendant son prochain mot, sans savoir ce qui allait suivre. « Mesdames et messieurs, » reprit Poirot, sa voix froide et mesurée, « cette lettre que vous avez tous supposée être l'œuvre de Lady Eugenia n'est pas ce qu'elle prétend être ?» Un frisson d'incompréhension parcourut l'assemblée. Miss Thorne se tortillait sur sa chaise. Le capitaine Moncler serrait la mâchoire, et le docteur Blaine plissa les yeux. Mais Poirot restait imperturbable, tenant la lettre en évidence pour qu'ils puissent tous la voir. « Cette lettre, poursuivit-il, n'est pas son écriture. C'est une copie d'une lettre que Lady Eugenia avait écrite il y a bien des années, mais pour quelqu'un d'autre. » Un silence de plomb s'abattit sur la pièce. Miss Brightwell semblait troublée, mais les autres restaient figés sous le choc. Poirot laissa passer quelques instants avant d'appuyer sa révélation. « J'ai examiné cette lettre avec soin, et je suis certain de son origine. La forme des lettres, la pression de l'encre, elles sont identiques à celles d'une lettre envoyée par Lady Eugenia à sa sœur jumelle, Sylvia, des années auparavant. Vous voyez, ce sont les mêmes mots, le même message, mais ils ont été recopiés. La main qui les a tracés n'est pas celle de Lady Eugenia, mais celle d'un tout autre individu. » Il laissa le silence s'installer, puis se tourna vers le capitaine Moncler, dont la respiration s'accélérait. « Capitaine Moncler, » fit Poirot avec un léger sourire, « vous le savez, n'est-ce pas? C'est vous qui avez copié cette lettre. Vous avez mis en scène ce suicide pour accuser Lady Eugenia d'un crime qu'elle n'avait jamais commis. » Les yeux de Moncler s'emplirent de colère, mais Poirot n'en avait pas fini. « Pourquoi auriez-vous fait une chose pareille, capitaine ?» Sa voix était plus basse, plus tranchante. « Pour dissimuler votre propre culpabilité, vous vouliez que tout le monde croie que Lady Eugenia s'était donné la mort plutôt que de révéler la vérité que vous étiez responsable de sa mort, croyant que sa jumelle ne reviendrait jamais. Le mystère des miroirs nous avait tous intrigués. Cette étrange, presque maladive, aversion de Lady Eugenia pour les reflets. Dès mon arrivée à Ravenmoor House, cela m'avait frappé comme un détail singulier, et Poirot y avait accordé une attention toute particulière. Alors que la pièce restait figée après la révélation du faux mot de suicide, Poirot fit de nouveau face au groupe, son regard scrutateur. Il y avait dans cet instant une solennité certaine, comme si nous étions arrivés au point de non-retour. Vous vous demandez, mes amis, pourquoi Lady Eugenia redoutait tant les miroirs? Pourquoi tous les reflets avaient été bannis de cette maison? Il marqua une pause, puis posa la lettre sur le bureau. Mais réfléchissez un instant. Quand vous regardez un miroir, qui voyez-vous? Un silence. Poirot répondit lui-même. Vous voyez vous-même, votre propre visage, votre propre identité. Il posa son regard sur chaque visage dans la pièce avant de poursuivre. Mais imaginez, mes amis, que chaque fois que vous vous regardez dans un miroir, ce n'est pas vous que vous voyez, mais quelqu'un d'autre. Miss Thorne porta une main tremblante à sa bouche. « Vous voulez dire… » ?»« Oui, » dit Poirot doucement. Il s'approcha lentement de la cheminée, là où le capitaine Moncler restait figé, les traits tendus d'une nervosité contenue. Lady Eugenia ne pouvait supporter son propre reflet parce qu'il ne lui appartenait pas. Il appartenait à une autre. Sa voix devint un murmure.
à une sœur jumelle qu'elle avait trahie, et qui à présent était revenue. Un silence mortel tomba sur la pièce. Poirot redressa les épaules et posa ses mains sur le dossier d'un fauteuil. « Mes amis, nous sommes arrivés au moment décisif. Il est temps de révéler qui parmi nous a cru tuer Sylvia et qui en réalité a assassiné Lady Eugenia. » Poirot se tourna vers les invités rassemblés. Sa voix calme mais implacable. « Mon ami, vous devez comprendre ceci, » commença-t-il en s'adressant à l'assemblée. La peur de Lady Eugenia, face au miroir, ce n'était pas une question de folie, comme certains d'entre vous l'ont suggéré. Non, c'était quelque chose de bien plus profond. Lady Eugenia redoutait ce qu'elle verrait dans un miroir, non pas à cause d'une crainte irrationnelle. Il laissa planer un silence, laissant chacun assimiler ses paroles. C'était la peur d'y voir le reflet de sa sœur jumelle. Une vague de stupeur traversa la pièce. Pendant des années, Lady Eugenia a été hantée par l'image de Sylvia. Elle croyait que si elle regardait dans un miroir, elle n'y verrait pas son propre visage, mais celui de sa sœur, que l'on disait disparu. Le miroir était une porte ouverte sur le passé, et Lady Eugenia ne pouvait affronter la vérité de ce qui était arrivé à Sylvia. Je restais figé, frappé par l'évidence soudaine de la situation. Mais les miroirs avaient été enlevés, Poirot, insistai-je. Ils avaient été recouverts, cachés. « Ah, Hastings, et c'est bien là toute la clé du mystère, » répliqua Poirot, ses yeux pétillants d'intelligence. Pour Lady Eugenia, les miroirs étaient nem plus que de simples reflets. Ils étaient des symboles de culpabilité. Culpabilité pour la disparition de sa sœur, culpabilité pour ce qui s'était passé cette nuit-là. En supprimant les miroirs, elle pensait pouvoir effacer le reflet de Sylvia de sa vie. Effacer son reflet, répétai-je, cherchant à démêler le fil de cette logique sinistre. Oui, dit Poirot d'une voix douce, mais c'était là toute la tragédie. Aucun miroir, aucun voile, aucun subterfuge ne pouvait masquer la vérité. Et c'est pourquoi le voile cramoisi était si important. Ce n'était pas qu'un simple accessoire, c'était un rempart contre la vérité. Et lorsqu'elle est morte, cette vérité ne pouvait plus être ignorée. Il laissa planer un silence avant de déclarer « Car ce n'est pas Lady Eugenia qui était revenue d'entre les ombres, mais Lady Sylvia. » L'atmosphère devint glaciale. La salle, naguère animée de murmures inquiets, était désormais plongée dans un silence presque sacré, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Poirot avança lentement, mesurant chacun de ses pas, un sourire subtil au coin des lèvres. « Vous voyez, mes amis, le mystère du voile cramoisi n'est pas un mystère de mort, mais un mystère d'identité. » Un frisson parcourut la pièce. « Vous vous demandez qui était cette femme sous le voile ?» poursuivit Poirot. « Eh bien, ce n'était pas, comme vous le croyez, Lady Eugenia Moncler, mais sa sœur jumelle, Sylvia. » Les visages se figèrent sous le choc. La femme que l'on croyait morte, la femme dont le fantôme planait sur cette maison, elle était bien vivante. Un tic nerveux contracta brièvement la mâchoire du capitaine Moncler, mais il reprit aussitôt son masque d'impassibilité. « Vous plaisantez, Poirot ?» s'exclama le docteur Blaine, la voix tendue. « Lady Sylvia était morte ?» termina Poirot, avec une lueur dans le regard. « C'est bien ce que tout le monde croyait, n'est-ce pas? Un mystère irrésolu, une rumeur qui s'accrochait au mur de cette maison, comme un mauvais présage. Mais non, mon ami, elle n'était pas morte. » Miss Thorne laissa échapper un hoquet étouffé. « Mais comment est-ce possible? Comment Sylvia a-t-elle pu être ici, dans cette maison, sans que personne ne le sache ?» Le sourire de Poirot s'élargit légèrement. « Parce qu'elle a toujours été là,
sous vos yeux. Il marqua une pause, savourant l'effet de sa révélation. La femme que vous avez vue au Ritz, celle qui portait le voile cramoisi, ce n'était pas Lady Eugénia, c'était Sylvia Moncler. « Mais pourquoi le voile ?» demandai-je, les pièces du puzzle commençant enfin à s'imbriquer dans mon esprit. Poirot se tourna vers moi, son regard pétillant de satisfaction. « Ah, Hastings, ce voile, il était la clé de tout. Il permettait à Sylvia de se déplacer sans être reconnue. Mais il avait aussi une autre signification. Il balaya la pièce du regard avant de poursuivre. Ce voile n'était pas qu'un déguisement, c'était un symbole du passé, du lien entre les sœurs, et du poids de la culpabilité qui hantait Lady Eugénia. Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Poirot dirigea alors son regard vers le capitaine Lionel Moncler. L'homme semblait calme, trop calme. Mais je remarquai le léger tressaillement de ses doigts, sa mâchoire contractée, son regard qui évitait celui de Poirot. Poirot fit un pas en avant, sa voix presque amusée. « Ah, mon capitaine, vous vous croyez malin, n'est-ce pas? Mais vous n'êtes en épais aussi habile que vous le pensez. » Il marqua une pause, laissant planer la tension, avant d'annoncer d'une voix claire. « Vous avez tué Lady Eugénia, mais non par haine. Vous l'avez tuée car vous croyiez qu'elle était Lady Sylvia. » Un frisson secoua la pièce. Le plan était simple, mais d'une redoutable efficacité. Pendant des années, vous avez couvert vos malversations financières, détournant la fortune familiale à votre profit. Vous aviez bâti une existence fondée sur des mensonges, et lorsque vous avez cru que Sylvia Moncler était revenue, vous avez paniqué. Moncler ouvrit la bouche, mais Poirot leva une main, l'arrêtant net. Vous saviez que si Sylvia revenait, tout serait découvert? Vous saviez qu'elle mettrait à jour vos crimes, vos détournements, tout l'argent que vous aviez volé. Poirot fit un pas de plus, sa voix se durcissant. Vous avez fait un choix. Vous avez décidé de tuer la femme que vous croyiez être Sylvia, pensant éliminer la menace. Et dans votre précipitation aveugle, vous avez maquillé ce meurtre en suicide, espérant couvrir votre crime. Il y eut un instant de silence absolu. Puis, une chaise racla le sol. « C'est faux !» tonna Moncler, sa voix vibrante de colère. Mais son regard, lui, était fuyant. Poirot sourit doucement. « Vraiment, mon capitaine? Alors dites-moi, comment saviez-vous que la femme dans cette maison n'était pas Sylvia ?» Moncler ouvrit la bouche, puis la referma. Le piège s'était refermé sur lui. Poirot tourna lentement la tête vers moi, un éclat triomphant dans le regard. « Vous voyez, Hastings, toujours, le coupable finit par se trahir lui-même. » Le silence fut brisé par un seul son, le tintement léger du voile cramoisi, glissant lentement sur le sol, comme l'ultime rideau d'un drame enfin dévoilé. Le silence était lourd, presque oppressant. Le grand salon semblait retenir son souffle tandis que Poirot avançait lentement vers le capitaine Moncler, le regard perçant, chaque mot pesant d'une signification terrible. « Mais pourquoi le voile ?» cracha Moncler, sa voix tremblante de rage. Poirot esquissa un léger sourire. « Ah, le voile !» Le voile cramoisi était un symbole de secret de famille, de culpabilité. Il n'a pas été porté uniquement par Lady Eugénia pour cacher son visage au monde. Il a été utilisé par vous, capitaine Moncler, pour semer la confusion sur l'identité de la femme que vous avez tuée. Le visage de Moncler pâlit. Ses poings se serrèrent. « Ça ne devait pas finir ainsi, » murmura-t-il. « Je pensais avoir effacé toutes les traces. » Le sourire de Poirot s'effaça. « Mais voyez-vous, capitaine, vous avez sous-estimé le pouvoir de la vérité. La vérité ne peut être enterrée éternellement. Le retour de Lady Sylvia était inévitable, et peu importe combien de miroirs vous avez brisés,
Peu importe combien de secrets vous avez tenté d'effacer, le passé finit toujours par vous rattraper. Je regardais Montclair se raidir, et pour la première fois, je vis une lueur de peur réelle dans ses yeux. Poirot se tourna vers le reste de l'assemblée. Et maintenant, la vérité est connue. Lady Eugénia n'était pas la victime que vous croyiez. Elle était une victime collatérale, un dommage infligé par un homme désespéré, effrayé d'être démasqué. La véritable tragédie, ce n'est pas seulement la mort de Lady Eugénia. C'est la vie d'un homme consumé par sa propre culpabilité, incapable d'échapper aux conséquences de ses actes. Montclair s'affaissa légèrement sur sa chaise, son visage blême. « Qu'ai-je fait » murmura-t-il d'une voix brisée. « Je voulais juste me protéger. » Poirot hocha lentement la tête. « Vous ne protégiez rien, capitaine. Seulement un mensonge voué à s'effondrer. La vérité, mon ami, trouve toujours un chemin. » L'atmosphère dans la pièce s'épaissit encore, comme si les murs eux-mêmes écoutaient la révélation. Poirot fixa Montclair, ses yeux sombres scrutant chaque tressaillement, chaque tic nerveux du capitaine. « Mon ami, » commença-t-il doucement, « vous êtes un homme pris au piège de vos propres peurs, de vos péchés anciens. Et la peur, capitaine, pousse les hommes à commettre des actes indicibles. » Je vis Montclair se raidir, ses mains crispées sur les accoudoirs de sa chaise. Son regard évitait désormais celui de Poirot. Mais Poirot ne recula pas. Il s'approche lentement, tournant autour de Montclair, tel un faucon observant sa proie. « Voyez-vous, capitaine, ce n'est pas la haine qui vous a poussé à tuer Lady Eugénia. Non, c'est la peur de perdre tout ce que vous aviez construit, la peur que le passé revienne vous hanter. » Montclair serra les dents, et un tic agita sa paupière. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, » grogna-t-il. Poirot sourit légèrement. « Oh, mais vous le savez très bien. Vous voyez, mon cher Montclair, il y avait deux choses que vous craigniez plus que tout. » Il laissa un silence planer, puis énuméra doucement. « D'abord, l'affaire que vous aviez autrefois eue avec Lady Sylvia. Une liaison qui, si elle était découverte, aurait ruiné votre réputation, votre position, votre héritage. » Un frisson parcourut la salle. Ensuite, vos détournements de fonds, l'argent que vous avez volé, espérant que personne ne le remarquerait. Montclair se raidit brusquement. « Vous délirez, » siffla-t-il. « Mais non, » répliqua Poirot d'un ton sec, ses yeux perçants transperçant le masque du capitaine. « Vous avez redouté le retour de Lady Sylvia car elle détenait la vérité. Elle savait tout. » Montclair ouvrit la bouche pour protester, mais Poirot l'interrompit d'un geste précis. « Quand vous avez vu Sylvia Auritz, vivante de retour, vous avez su que votre secret était en péril. Vous avez compris que, tôt ou tard, tout serait révélé. » Le souffle de Montclair s'accéléra. « Vous avez paniqué, vous avez agi dans la peur, vous avez tué Lady Eugénia, pensant qu'elle était Sylvia. » Un silence pesant s'abattit. Montclair trembla légèrement, ses mains crispées, étaient blanches sous la pression. « Vous ne comprenez pas, » s'écria-t-il soudainement. « Je ne pouvais pas laisser tout cela éclater au grand jour. J'étais en train de tout perdre. » Poirot hocha lentement la tête. « Ah oui, la peur du passé pousse un homme à faire des choses terribles. Mais dans votre précipitation à vous protéger, vous n'avez fait que vous trahir davantage. Et maintenant, mon ami, la vérité éclate au grand jour. » Montclair s'effondra sur sa chaise, sa respiration haletante, sa silhouette vaincue. « Je n'ai jamais voulu que cela aille aussi loin. » Poirot fit un pas en arrière, laissant le silence peser sur la scène. Il balaya la salle du regard, observant chaque visage. « Mais le passé finit toujours par vous rattraper, capitaine.
Les mensonges ne durent jamais éternellement. Et aujourd'hui, il fixa Montclair, un éclat de triomphe dans le regard. Aujourd'hui, la vérité est enfin révélée. Le silence dans la pièce était absolu, comme si le monde entier retenait son souffle. Poirot, les mains jointes dans le dos, ne quittait pas Montclair des yeux. « Mon capitaine, reprit-il, d'un ton plus posé, vous êtes un homme habitué à tout contrôler, n'est-ce pas? Un homme qui s'est toujours caché derrière un masque de respectabilité. » Montclair releva la tête, mais son regard était vide. Mais ce soir, le masque est tombé, et sur ces mots, le voile cramoisi glissa lentement sur le sol, comme l'ultime rideau d'un drame enfin dévoilé. Poirot posa délicatement les papiers devant lui et croisa les doigts, me fixant avec une expression à la fois indulgente et amusée. « Ah, Hastings, soupira-t-il, toujours à chercher la logique là où il faudrait chercher le cœur. » Je fronçai les sourcils. « Mais enfin, Poirot, je comprends le meurtre, je comprends la culpabilité de Montclair, et je comprends même le rôle du voile cramoisi dans toute cette affaire. Mais les miroirs, pourquoi cette obsession de Lady Eugénia à les faire disparaître ?» Poirot inspira profondément, comme s'il s'apprêtait à révéler la clé ultime du mystère. « Hastings, vous souvenez-vous de ce que j'ai dit plus tôt? Pour Lady Eugénia, les miroirs n'étaient pas de simples objets. Ils étaient des rappels, des portails vers une vérité qu'elle ne pouvait supporter. » Il s'adossa légèrement à son fauteuil, ses yeux brillants d'une étrange intensité. Toute sa vie, elle a vécu avec le poids du passé. Le soir du bal masqué, Sylvia a disparu. Et qu'est-il resté? Son propre reflet. Il se pencha en avant, appuyant sur ces mots. Un reflet identique à celui de sa sœur. Je retins mon souffle. « Vous voulez dire… » ?»« Oui, Hastings. Chaque fois que Lady Eugénia regardait dans un miroir, elle ne voyait pas seulement son propre visage. Elle voyait Sylvia. Le silence s'étira entre nous, pesant, chargé d'une compréhension nouvelle. Voilà pourquoi elle a fait disparaître les miroirs, continua Poirot d'une voix douce. Ce n'était pas de la superstition, ni une crainte irrationnelle. C'était un acte de désespoir. Elle voulait effacer le passé. Soufflai-je. Oui, mais vous voyez, mon ami, on peut cacher un miroir, on peut masquer son reflet, mais on ne peut échapper à la vérité. Il tapota doucement la table du bout des doigts. Voilà la tragédie de Lady Eugénia. Elle a voulu effacer ce qu'elle ne pouvait affronter. Mais la vérité, Hastings, trouve toujours un moyen de se refléter ailleurs. Je laissais son explication s'ancrer en moi. Et pourtant, la vérité l'a rattrapée, murmurai-je. Poirot hocha lentement la tête. Toujours, mon ami. Peu importe combien de miroirs on brise, combien de reflets on masque. La vérité finit toujours par apparaître. Poirot se leva lentement et alla jusqu'à la fenêtre, contemplant les jardins de Ravenmoor House, baignés dans la lueur grise du matin. La maison elle-même portait la vérité, murmura-t-il. Une maison sans miroir est une maison hantée, non par des fantômes, Hastings. Il se tourna vers moi, son regard pénétrant. Mais par les souvenirs. Je me levai à mon tour et regardai autour de moi, les murs vides, les lourds rideaux de velours, la lumière du jour filtrant à travers les carreaux sans qu'aucune réflexion ne renvoie d'image. Un frisson me parcourut. « Et maintenant ?» demandai-je doucement. Poirot lissa les revers de sa veste et me fit un sourire énigmatique. « Maintenant, Hastings, le passé peut enfin reposer en paix. » Il fit un dernier tour de la pièce, balayant du regard cet endroit où, autrefois, un voile cramoisi avait caché bien plus qu'un simple visage. L'affaire était terminée, mais son reflet
lui, demeurerait toujours. Poirot posa la lettre et se pencha légèrement en avant, sa voix douce, mais chargée de sens. « Mon ami, Lady Eugénia ne craignait pas le miroir en tant que tel. Non, ce n'était pas le reflet qui l'effrayait. C'était l'image du passé, un passé dont elle ne pouvait jamais s'échapper. Chaque fois qu'elle regardait dans un miroir, elle était forcée d'affronter le visage de sa sœur, le visage de Sylvia, qu'elle avait perdu et dont elle se sentait responsable. Je fixais Poirot, ses paroles dissipant enfin les ombres du mystère. Alors, elle n'avait pas peur des miroirs, Poirot. Elle avait peur de ce qu'il révélait, sa culpabilité. Exactement, Hastings. Une femme qui a peur cache son visage. Mais une femme rongée par la honte cache son passé. Je laissais cette pensée s'imprégner en moi. Et c'est pour cela que Sylvia est revenue. Parce qu'elle était la clé qui permettait de déverrouiller le passé. Les yeux de Poirot pétillèrent. « Ah, mon ami, vous commencez enfin à comprendre. » L'explication de Poirot, bien que simple dans sa logique, me frappa avec la force d'une révélation. Il s'adossa légèrement, joignant ses mains, son regard tourné vers l'intérieur, rassemblant ses pensées, avant de dévoiler la dernière pièce du puzzle. « Voyez-vous, Hastings, la différence est la suivante, poursuivit-il lentement. Quand une femme cache son visage, c'est par peur, peur du regard des autres, peur d'être exposée, peur de voir la vérité en elle-même. Mais la honte, Hastings, est bien différente. » Il s'interrompit un instant, puis planta son regard perçant dans le mien, comme s'il sondait le cœur même du mystère. Une femme accablée par la honte ne cache pas son visage, elle cache son passé. Elle dissimule ce qu'elle ne peut ni changer, ni effacer, peu importe le nombre de miroirs qu'elle brise ou de voiles qu'elle porte. Un frisson me parcourut. Lady Eugénia ne redoutait rien, tant que de voir le reflet de Sylvia dans le miroir. Car Sylvia était la clé de tout, de ce passé qu'elle avait tenté d'enterrer, de cette culpabilité dont elle avait tenté de fuir l'ombre. Je me laissai aller contre le dossier de ma chaise, laissant cette conclusion s'enraciner en moi. Alors Lady Eugénia n'était pas folle, après tout. Elle fuyait simplement la vérité, sa propre culpabilité. Poirot acquiesça. Exactement. Et en fuyant, elle s'est condamnée à une vie de peur et de déni, et finalement à sa propre chute. Alors que la nuit avançait et que l'affaire touchait à sa conclusion inéluctable, un dernier rebondissement apparut. Une lettre longtemps cachée refit surface de manière inattendue. Elle était adressée à Lady Eugénia, écrite par elle-même des années auparavant. Poirot la parcourut attentivement, son visage calme, mais empreint d'une étrange satisfaction. « Ah, Hastings, dit-il, en levant la lettre, voici la dernière pièce du puzzle, une mise en garde, rédigée bien avant que Sylvia ne revienne. Un message que Lady Eugénia s'était adressé à elle-même, comme une prophétie. Intrigué, je me penchai alors qu'il lisait à voix haute. Le passé reviendra, telle une ombre, et lorsqu'il le fera, il portera du cramoisi. Méfiez-vous, car lorsque l'heure viendra, le visage du passé ne sera plus un simple souvenir, il sera une vérité vivante. » Il leva les yeux vers moi, avec un sourire énigmatique. Cramoisi, Hastings, le voile, le symbole du passé. Sylvia. Je laissai échapper un léger rire amer. On dirait que le destin avait ses propres projets pour Lady Eugénia. Le sourire de Poirot s'élargit. En effet, mon ami, la vérité est souvent plus poétique que nous ne pourrions l'imaginer. Puis, il se redressa, ses traits empreints de contentement et de finalité. L'affaire est résolue, Hastings. Le voile a été levé, et le passé peut enfin reposer en paix.
Ainsi se termine une nouvelle enquête fascinante de notre cher Hercule Poirot. Une fois encore, nous avons vu comment la vérité, même soigneusement dissimulée, trouve toujours un moyen de se révéler. Ce ne sont pas les faits qui nous égarent, mais nos propres peurs et préjugés. Une femme qui cache son visage, un secret trop longtemps enfoui, la peur d'être confrontée au passé, tout cela a façonné cette énigme. Et quant au capitaine Montclair, eh bien, comme Poirot me le rappelle souvent, nul n'échappe éternellement aux conséquences de ses actes. Mais moi, Hastings, toujours sceptique, j'ajouterai cette pensée finale. Vous savez, Poirot, je commence à penser que la prochaine fois, je devrais me trouver un passe-temps moins dangereux que de me retrouver mêlé à des histoires de meurtre. Peut-être le tricot, au moins avec la laine, la seule chose qui s'en mêle, c'est le fil. Quel indice, selon vous, a été le plus révélateur dans cette affaire? Était-ce le voile cramoisi ou bien le mystère des miroirs? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez aimé cette enquête d'Hercule Poirot, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Votre soutien nous permet de continuer à vous offrir toujours plus d'histoires captivantes. Et soyez assurés, d'autres mystères palpitants de Poirot arrivent bientôt. Merci de nous avoir accompagnés dans cette aventure. Jusqu'à la prochaine enquête, gardez l'œil ouvert et l'esprit affûté. La vérité est toujours là, quelque part,